À la une ce soir, l'insécurité et cette action des forces de l'ordre. Hier, plusieurs points de contrôle installés à Fort-de-France et dans son agglomération. Nous reviendrons sur le bilan de cette opération dès le début de ce journal. La rentrée des classes, la traditionnelle visite de chantier des établissements scolaires Fort-de-France emboîte le pas. Didier Laguerre s'est rendu dans plusieurs écoles et crèches pour faire le point sur les travaux. Se soigner autrement grâce à ce que l'on appelle la médecine parallèle. De plus en plus de Martiniquais s'en tentés. Nous les avons rencontrés, vous allez le voir dans ce journal. Et puis le sport, la Samaritaine et le club franciscain ont assuré leur place en finale du tournoi Yvan Lubert hier. Retour sur les demi-finales à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est l'une des réponses apportées par les autorités après les multiples faits de violences armées perpétrés ce mois-ci en Martinique. Opération d'envergure hier soir. Plusieurs points stratégiques, je vous le disais, de l'agglomération de Fort-de-France investis par les forces de l'ordre. La cible, le transport d'armes et de stupéfiants, sanctionner également les délits routiers. On voit cela avec Alizé Lutran et Michelet François. Contrôle d'identité, fouille des véhicules, palpation, au grand mot les grands remèdes. Une opération coup de poing qui surprend et divise les automobilistes arrêtés hier soir. Moi, c'était savoir quels sont mes papiers, si j'étais en règle. Mais sinon, penser qu'ils allaient fouiller la voiture, non, je n'ai jamais pensé ça. Je me dis contrôler tout ça, le monde, pour moi, ça sert pratiquement à rien. Si ces contrôles se font assez souvent, donc je pense que ça a baissé et ça va atténuer ces braquages. Et c'est en effet pour repérer des braqueurs potentiels qu'une soixantaine d'agents des forces de l'ordre a enchaîné les contrôles une grande partie de la soirée à la recherche de comportements suspects. Cette opération s'inscrit dans le plan de sécurisation renforcé qui a été mis en place suite à la vague de VMA que la Martinique a connue il y a de ça une dizaine de jours. L'objectif est de contrôler le maximum de véhicules pour détecter les personnes qui sont porteurs d'armes ou de produits stupéfiants pour les mettre hors d'état de nuire. Un dispositif décidé et piloté par le préfet de la Martinique qui souhaite également par ce biais rassurer la population. Il y a eu récemment sur Fort-de-France une série de vols à main armée qui nous ont inquiétés, qui ont inquiété la population avec des vols de scooters qui ont été répétés puisqu'il y a eu pas moins de 7 vols à main armée. Et donc d'un commun accord avec le procureur de la République, on a décidé de cette présence renforcée. C'était déjà le cas le week-end dernier sur Fort-de-France et en zone gendarmerie et ce sera le cas autant qu'il le faudra pendant les jours de semaine. Durant la soirée, 120 véhicules ont ainsi été contrôlés. Au total, 5 infractions ont été relevées. Et puis sur le volet de l'enquête de la série de vols à main armée commis en début du mois d'août, les 2 hommes arrêtés jeudi dernier ont été relâchés par la justice. Aucune charge n'a été retenue. 5 individus violents sont toujours recherchés. La fameuse Clio blanche utilisée par les malfaiteurs a été retrouvée par les enquêteurs. Des recherches de traces ADN sont en cours. Dans l'actualité également, cette visite de chantier ce matin à Fort-de-France. Le maire, Didier Laguerre, a fait le tour de quelques établissements scolaires et de crèches pour faire le point sur les travaux à 2 semaines de la rentrée. Alizé Lutran, Michelet François. Rien n'échappe à l'œil vigilant de Didier Laguerre. À quelques jours de la rentrée, le maire vérifie l'avancée des travaux. Ici, à l'école Émile Fordan, une seconde toiture a dû être posée pour faire face aux problèmes d'infiltration. Même constat à l'école des Hauts-du-Port. Plusieurs semaines de travaux ont été nécessaires pour renforcer les murs. C'est justement dans la zone où ça coulait. Ouais, donc il y avait des décollements, etc. Sur les 52 établissements scolaires de la ville, une dizaine ont été sécurisés durant les vacances. Virginie est la maître d'œuvre des chantiers. Il y a un certain nombre de bâtiments qui ont été démolis, d'autres ont été renforcés sismiquement, donc ça c'était la plus grosse problématique. On avait des problématiques aussi de vétusté de toiture, donc des problèmes d'infiltration, donc ça a été aussi la grosse part, et puis le renforcement du bâtiment lui-même. Mais on est bon, on a déjà pas mal de chantiers, on a plus de 90% des gros chantiers qui sont finis. Des chantiers qui mobilisent une dizaine d'entreprises spécialisées durant ces 2 mois de vacances. Depuis près de 15 ans, la réfection des établissements scolaires, devenus vétustes au fil du temps, est l'un des dossiers prioritaires de la ville.
nous avons un programme de mise en sécurité parasismique et la plupart des écoles ont été traitées. Nous avons des problématiques d'étanchéité que nous traitons au fur et à mesure. Et puis nous avons aussi des problématiques de modernisation, d'accès aux personnes à mobilité réduite, donc des ascenseurs, des monte-charges qui sont mis dans certaines écoles pour améliorer les conditions de travail du personnel enseignant, du personnel municipal et aussi les conditions de vie des enfants. Cette année, 1 million d'euros ont été débloqués pour réaliser ces chantiers. Un budget presque 6 fois moins important qu'au lancement de l'opération il y a 10 ans. Un chiffre qui devrait être de nouveau revu à la baisse avec la réduction des dotations aux collectivités prévues par l'État. Pourtant, le maire de la ville compte poursuivre la réhabilitation. Demain, 2 crèches de la commune seront passées au peigne fin. La ville s'est engagée à ce que tous les bâtiments soient livrés en temps et en heure pour la rentrée scolaire. Pour les étudiants, l'heure est déjà au départ, et notamment pour ceux qui suivent les études hors de la Martinique comme chaque année. L'ADOM permet à certains de bénéficier d'un soutien financier pour payer leur billet d'avion. On en parle ce soir avec notre invité Ludovic Cuti. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Dabreux. Vous êtes responsable administratif de l'ADOM. Alors ce dispositif, il s'agit du passeport mobilité. Est-ce que vous pouvez nous le présenter très rapidement? Le passeport mobilité études est un dispositif qui permet aux étudiants de poursuivre leurs études de l'enseignement supérieur en métropole. Donc l'ADOM leur accorde une aide au déplacement, donc sous réserve que la filière d'études soit inexistante ou saturée en Martinique. Donc si l'étudiant est boursier du CROUS, il obtient une prise en charge de son billet à 100% et les non-boursiers à 50%. Alors, il y a un plafond de ressources, et notamment qui se base sur le quotient familial. Est-ce que tout un chacun, est-ce que la majorité des personnes peuvent accéder à cette aide? Alors, chaque année, par rapport à l'ensemble des demandes reçues, on peut considérer que 90% des Martiniquais sont éligibles au dispositif Passeport Mobilité Études. C'est-à-dire que le quotient, on rappelle le chiffre, c'est à peu près 26 000 euros. Effectivement, 26 631 de quotient familial. Alors comment cela est calculé? Alors c'est la ligne revenu imposable donc, qui figure sur l'avis d'imposition divisée par le nombre de parts. Parce que certains parents pensent que le plafond de ressources des 26 000 correspond simplement au montant des revenus imposables. Non, il faut le diviser par le nombre de parts. C'est ça le calcul. En clair, une famille avec 2 parents qui travaillent et qui ont un revenu global de 30 000 euros et qui ont 2 enfants, le plafond de ressources, le quotient est donc de 15 000 euros. Exactement, donc éligible au dispositif. Alors, si je peux préciser, en termes de procédure, le dispositif est dématérialisé, c'est-à-dire que les étudiants formulent leurs demandes sur notre site internet mobilité.ladom.fr. Ensuite, une fois que le dossier est traité, l'étudiant reçoit son billet dans son interface en ligne. Alors en ce moment, c'est la période de rush, évidemment. On vient de le dire, les étudiants sont en train d'organiser leur départ entre le premier jour du mois d'août et le mois de septembre. Exact. Comment l'ADOM s'organise justement pour accueillir cette demande? Alors, depuis l'année dernière, l'ADOM a mis en place un certain nombre de dispositifs, un certain nombre d'éléments. Alors, cette année, l'ADOM a mis en place un renfort au niveau du personnel, a allégé les procédures au niveau du passeport mobilité études et également payer, on peut parler de prépayer des places au niveau des compagnies aériennes. Donc, nous avons un certain nombre de places à vendre donc en faveur des étudiants. Donc, je profite de l'occasion. Donc, les étudiants qui souhaitent partir pour la fin du mois d'août, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous avons des places disponibles. Nous avons absolument besoin de liquider ces places. Alors l'ADOM accompagne aussi les personnes qui sont en formation professionnelle. Est-ce que vous pouvez là aussi nous présenter ce dispositif qui est concerné? Tout à fait. Alors, le public de la formation professionnelle, ce sont les demandeurs d'emploi inscrits dans un parcours d'insertion professionnelle. Donc l'ADOM les accompagne vers la métropole, donc pour se former en métropole, dans un centre de formation, et à l'issue, ils reviennent en Martinique. D'accord, et là encore, le billet d'avion est pris en charge? En totalité. Pour les demandeurs d'emploi et ceux qui sont en formation professionnelle. Exact. Avant de vous quitter, on va rappeler donc le site, l'adresse internet donc de l'ADOM pour faire les demandes de mobilité. On va le voir affiché à l'écran. Il s'agit donc du www.mobilité.ladom.fr.
Voilà pour toutes ces informations. Merci beaucoup, Monsieur Cuti, de nous avoir accepté notre invitation, de nous avoir éclairé sur le dispositif de la DOM qui concerne chaque année près de 2000 étudiants martiniquais. Merci encore. Merci beaucoup. Nous vous en parlions hier, la disparition de Thérèse Yoyo-Likao, avocate, ancienne bâtonnier de Fort-de-France. Elle a été la première femme à accéder à ce poste. Dominique Nicolas, l'actuel bâtonnier, revient sur la carrière de cette femme qui aura marqué sa profession. On l'écoute. Yoyo est la première femme à être bâtonnier de l'ordre des avocats de la Martinique et elle a été élue en novembre 1978. Elle a exercé son bâtonnat durant 2 ans, 79-80. Et si vous voulez, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué et qui a une très grande autorité morale, un très grand sens, je dirais, du serment de l'avocat, et par conséquent a été une grande lumière pour notre barreau. Et elle a non seulement une action en tant qu'avocate, mais pas seulement, puisque vous savez qu'elle a été, me semble-t-il, en 1972, je crois, déléguée des droits de la femme, Martinique. Et c'est aussi une femme qui s'est beaucoup impliquée jusqu'à ce qu'elle soit avocat honoraire en 1996. Ce que je retiens du bâtonnier Yoyo, c'est une grande dame qui a le sens, je dirais, du devoir et de l'engagement, que ce soit l'engagement politique, la femme citoyenne, mais aussi l'avocat, et qui nous a tous, lorsque nous l'avons connue, en tout cas je l'ai connue au barreau exerçant, nous a montré finalement le niveau vers lequel il fallait que nous allions. Par conséquent, c'est un exemple pour nous. Comme promis hier soir, focus sur la médecine parallèle, hypnose, acupuncture, ces méthodes dites de soins alternatifs. En le vent en poupe en Martinique, Guy Raphaël René a rencontré quelques adeptes. Son reportage. Spécialiste de l'acupuncture, Raymond Masséno propose des soins complémentaires à la médecine conventionnelle pour traiter des déséquilibres du corps et de l'esprit. Cette patiente qu'il suit depuis 1 mois souhaite perdre du poids. Elle s'apprête à recevoir une 30aine d'aiguilles pour une séance de 30 minutes d'acupuncture. J'ai essayé d'autres méthodes qui n'ont pas marché, donc ça fait presque 2 ans que j'essaie de perdre du poids et donc à cause de trop de stress notamment, donc je n'y arrivais pas. Et donc là, cette méthode permet justement de réduire le stress et puis bon, d'arriver à ses fins. Donc effectivement, sur 1 mois, j'ai déjà perdu au moins 5 kilos. L'acupuncture consiste à stimuler des points particuliers sur l'organisme qui est en relation avec le circuit de circulation de l'énergie dans l'organisme pour aboutir à des résultats. On peut tout soigner avec l'acupuncture. Il y a une liste de pathologies qui peuvent répondre à l'acupuncture, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas répondants à l'acupuncture. C'est-à-dire que la même séance d'acupuncture que je peux faire pour cette patiente peut ne rien faire chez quelqu'un d'autre. À peu près 70 à 80% des gens répondent bien à l'acupuncture. Raymond Masséno est aussi mésothérapeute avec comme spécialité le traitement de la douleur. Aujourd'hui, il accueille ce patient qui souffre d'une déchirure musculaire au mollet. Avant ça, je suis allé voir un kiné, je me suis soigné, j'ai mis de la glace, etc. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de soulagement. La thérapie consiste à injecter de très petites doses de médicaments sous la peau, sur et autour de la zone à soigner. Des médecines alternatives que de plus en plus de personnes choisissent pour traiter aussi bien les pathologies que des petits problèmes d'esthétique, comme ici, la calvitie. Autre médecine douce qui se développe en Martinique, l'hypnose, qui consiste à plonger une personne dans un état proche du sommeil pour guider son inconscient à travers des suggestions vers l'objectif que le patient cherche à atteindre. Je reviens vers vous parce que je veux être centrée sur mon aptitude mentale. L'hypnose, c'est un état où on ne dort pas, c'est un état de profond relâchement simultané en fait du mental et du corps. Donc on est à la fois ici et aussi ailleurs où l'esprit vagabonde et où la partie inconsciente va être beaucoup plus prédominante pendant que le conscient, lui, est accaparé par tout à fait autre chose. Voilà, et donc c'est un état où il est beaucoup plus facile d'accéder à des changements. Angoisse, phobie, dépression ou addiction, autant de pathologies que l'hypnose pourrait soigner. Cette jeune femme est venue pour réparer un choc émotionnel. Et à partir de maintenant, votre inconscient va donner son approbation et permettre au conscient d'utiliser exclusivement ce qui fait sens pour lui.
Aujourd'hui, après 5 séances, ça va? Vous sentez que ça va mieux au niveau de ce choc émotionnel et au niveau de votre développement personnel? Ça m'a changé ma vie et puis ça me permet de me concentrer sur mes projets. Et le deuil, ça y est, il est fait. Bien qu'encore peu connu, l'acupuncture, la mésothérapie ou l'hypnothérapie sont des techniques de soins qui se démocratisent petit à petit en Martinique. Restez avec nous à suivre dans votre journal l'actualité des régions en Guyane, du Rififi au comité de suivi des accords de Guyane sur le volet agriculture. En Guadeloupe, les députés font le point sur le RSMA à l'approche des États généraux de l'outre-mer. À suivre également dans votre journal, votre JT de communes, ce soir littérature, retour sur l'œuvre et l'héritage d'Aimé Césaire. C'est l'un des outils mis en place après le mouvement social en Guyane. Les comités de suivi des accords de Guyane, celui dédié à l'agriculture, pose problème. Selon la Fédération départementale des syndicats exploitants, il dénonce la présence du groupement des associations foncières de Guyane taxées d'ingérence. Le reportage de Jonathan Lariot. La FDSEA monte au créneau, conduite par son président Christian Epailly. La fédération pointe du doigt le groupement des associations foncières de Guyane. Celui-ci serait intervenu lors du comité de suivi des accords de Guyane concernant les agriculteurs, se présentant en tant que représentant de ceux-ci. Face à cette déclaration, la FDSEA interrompt l'atelier. Il ne peut pas continuer le comité de suivi, parce que le principal partenaire, c'est la FDSEA. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une chose, lorsqu'il fallait signer les protocoles d'accord avec la ministre, on était les premiers, on était les seuls, parce que personne ne voulait les signer. Donc on a signé, donc maintenant on demande de respecter les signatures. Parce qu'on n'a pas fait un conflit, il n'y a pas eu un conflit en Guyane pendant 2 mois, pour dénoncer les agissements de l'État sur la problématique du foncier. Et maintenant qu'on est élu, on continue le même système qu'on dénonce. Donc on pique les terrains des petits voisins, on s'installe ses amis. Donc nous, on veut que les choses se fassent en toute transparence. Un autre point de réclamation, l'obtention de 3650 hectares de terrain par la mairie de Macouria, grâce au centre spatial guyanais pour la modique somme de 5 €. Ces parcelles de terrain aujourd'hui seraient revendues à des sommes astronomiques aux habitants et agriculteurs. 70 centimes le mètre carré. Donc vous vous rendez compte, des petits vieux qui ont 70 ans, 80 ans, on leur propose des terrains à 70 000 €, 10 hectares. Ce n'est pas concevable. Et de l'autre côté, on a des agriculteurs qui ont 200 hectares. Le maire veut vendre à 70 centimes. Ça fait plus d'1 million d'euros, comment s'appelle leur terrain. C'est pas concevable. Non, mais ça va être clair. Le Père Noël en Géry passe le 25 décembre. Eh bien, exceptionnellement, je pense, en 2017, il y a un Père Noël qui va passer sur la commune de Macouria. Eh bien, le Père Noël, il aura une très grosse hotte. Eh bien, dans cette hotte, normalement, il doit avoir 20 000 litres de purin. Donc de l'urine de porc qui sera dans la haute du Père Noël, qui va passer avant la fin d'année sur Macouria. Une somme de 2 millions d'euros devrait être versée par le gouvernement à la mairie de Macouria en contrepartie d'une baisse significative des prix des terrains. Mais jusqu'à maintenant, la mairie ne donne pas suite à l'affaire. En Guadeloupe, les députés font le point sur le RSMA à l'approche des États généraux de l'outre-mer. Ce dispositif qui est notamment mis en place pour accompagner les jeunes en difficulté. Les 4 députés de l'île-Sœur ont décidé de faire le point sur ce dispositif. Le reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Cette rencontre a été organisée par la direction du RSMA qui intégrait officiellement ce matin 52 volontaires. Il y a un double objectif. Il y a l'objectif que nous avons tous les mois, c'est-à-dire de présenter au drapeau les jeunes recrues qui ont été incorporés au début du mois. Après leur premier mois de formation militaire, on fait venir leur famille pour leur montrer comment ils ont évolué et pour après lancer leur formation professionnelle. Voilà, donc le premier objectif qui était un objectif mensuel. Le deuxième objectif particulier en ce jour, c'est de faire découvrir aux 3 députés nouvellement élus de la Guadeloupe la réalité du SMA en 2017, c'est-à-dire nos chiffres d'insertion, la diversité de nos filières, l'esprit dans lequel on conduit notre formation professionnelle et s'il n'y avait qu'une seule chose dont j'aimerais qu'ils se souviennent, c'est que c'est un dispositif performant et original, pas en compétition avec les autres, mais original. Cette rencontre avec le RSMA s'inscrit dans le calendrier des rencontres fixées par les députés avant la rentrée parlementaire. Nous avons tenu à être là ensemble parce que nous voulons instaurer une façon de travailler qui nous permet d'aller dans la compréhension des problèmes de notre pays, des difficultés que nous avons et pour essayer d'y répondre de manière coordonnée. Au programme, visite d'atelier, rencontre avec les jeunes, un moyen pour les nouveaux députés de mieux comprendre
comprendre le fonctionnement du RSMA. En tant que député, on va donc confirmer auprès des ministères, en tant que président de la délégation Outre-mer, que c'est un service tout à fait adapté justement aux Outre-mer, ce RSMA, qu'on doit muscler, continuer à faire progresser. J'ai vu de nouveaux bâtiments où l'État, l'Europe ont joué le jeu. Donc je suis très content de cette visite avec les autres députés parce que c'est l'insertion professionnelle dans nos contrées où il y a 60% des jeunes au chômage, donc c'est l'avenir du pays. Durant la visite, des pistes pour aider le RSMA ont été évoquées. C'est d'une part demander à ce que le gouvernement puisse sanctuariser le budget dévolu au RSMA, faire en sorte qu'il y ait plus d'ouverture de place. Nous avons vu que dans le cadre de son budget, il y a aussi les fonds européens, et vous avez entendu le colonel le dire, qu'il dépense bien les fonds européens. Les fonds européens sont bien gérés par le RSMA avec la construction et l'ouverture de d'autres lits pour accueillir plus de jeunes de Guadeloupe dans le cadre de cet accompagnement en formation qualifiante. En 2016, le RSMA a recruté 1018 jeunes avec un taux d'insertion professionnelle de 82%. Le recrutement d'une centaine de jeunes est prévu durant le mois de septembre. Retour en Martinique du sport et le trophée Yvan Ludbert en football. Hier soir, le club franciscain et la Samaritaine ont gagné leur place en finale à l'issue des 2 matchs d'hier soir. Résumé des rencontres avec José Lechertier. C'est par une rencontre déséquilibrée qu'a débuté le trophée Yvan Ludbert. Le champion de Régional 1, le club franciscain en vert et noir, opposé à l'UJ Redoute, vainqueur de la Régional 3. Très vite et sans surprise, les franciscains prennent les commandes. La défense robertine commet l'irréparable dès l'entame du match, un pénalty transformé par Patrick Persin. Jenna Elminger lui emboîte le pas. Luigi Monroe tente de réduire l'écart, les hommes d'Éric Rosier pressent la défense adverse, mais le ballon achève sa course sur la barre transversale. À la pause, le score est de 2-0 pour le club franciscain. Au retour des vestiaires, deuxième coup du sort pour les Robertins. Renaud Martelly est expulsé sur ce coup de pied trop prononcé. Luigi Monroe évolue en infériorité numérique, mais cela ne change rien pour le club franciscain. Successivement, Jordan Timon et Andrew Genteuil enfoncent le clou. Le club franciscain gagne ce premier match de la soirée 4-0 et accède en finale. On était au départ 11 contre 11 face à une équipe qui est venue jouer crânement sa chance. Mais je crois qu'on a manqué un petit peu de rigueur à certains moments. Mais je crois que pour notre finale, on tâchera de remettre les choses un petit peu en place. Je m'attendais à ça, que mes joueurs ne se sont pas préparés. Justement, on a repris l'entraînement très tard. Et pour jouer contre le club franciscain, bon, il faut avoir beaucoup d'entraînement. C'est notre premier match. Le Golden Lion en rouge a trouvé chaussure à son pied lors de cette soirée. Les Samaritains ont offert une belle opposition aux Joséphins. Les Lions d'Or sont les plus rapides à se mettre en jambes. José Goron ouvre le score pour le compte de ses couleurs. Le Golden Lion mène 1-0. Jérémy Lienafa, motivé à défendre son territoire, commet une faute qui se paie cash. Mais Gérald de Grandbert, à la parade, garde jalousement ses buts. Luigi Monroe ne transforme pas le pénalty. La Samaritaine persévère. Andy César parvient à percer la défense et égalise 1-1. Le Golden Lion contre-attaque. Sur cette faute, les Joséphins obtiennent un pénalty qui est transformé par José Goron. À la pause, le Golden Lion mène 2-1. Au retour des vestiaires, la Samaritaine affiche un autre visage. Les hommes de Germanie font le pressing et égalisent sur ce pénalty transformé par Alves dos Santos Neto. Gary Audinet inscrit le 3e but pour la Samaritaine. Les Joséphins sont menés au score, mais de courte durée. Romario Bartelleri remet les pendules à l'heure. C'est au tir au but que la Samaritaine s'impose lors de cette demi-finale. 5 tirs contre 4 pour le Golden Lion. Nous avons une bonne équipe quand même. On redémarre sur la Régionale 1. Bon, cette année, on va voir la Samaritaine, quoi. Globalement, un premier match intéressant pour une reprise de championnat, en plus dans les conditions dans lesquelles nous avons repris. Je pense que les garçons n'ont pas démérité. La confrontation tant attendue entre le Golden Lion et le club franciscain n'aura pas lieu. Vendredi à 19h à Rivière-Salée, la Samaritaine devra confirmer son billet d'entrée à la Régionale 1 face au club franciscain. Voilà donc pour l'ouverture de la saison de football en Martinique. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes.
On commence avec ces informations pratiques. D'abord des travaux de reconstruction du pont Féral sur la RN8 à Rivière-Salée pour une durée de 6 mois. Une déviation sera mise en place. La vitesse sera limitée à 30 km/h. Et puis demain, votre rendez-vous pour le don du sang. Vous avez rendez-vous avec le FS entre 13h et 18h à Ducos sur le parking de la Grande Récré au rond-point, sur le rond-point Canal Cocotte à Ducos. On va parler d'Aimé Césaire dans votre JT des communes, œuvre et héritage, le titre d'un ouvrage paru en février 2017. Il fait la synthèse d'un colloque réalisé à l'occasion du centenaire de la naissance de l'écrivain en 2013 avec... Dans votre reportage du JT de Communes, vous allez retrouver un entretien avec Christian Lapoussinière du Centre césarien d'études et de recherche, un entretien réalisé par Hubert Bornil et Valérie Vincent. Aimé Césaire, œuvre et héritage, un livre de référence qui s'adresse à tous. Sans exception, il dresse le portrait, le bilan de la vie d'un homme fidèle à lui-même, à son engagement, à sa mission et par là même tout ce qu'il nous a légué. Une œuvre dont l'actualité politique et poétique n'a jamais été aussi pertinente et qui demande à être portée au plus loin et au plus grand nombre pour agir. C'est la référence. Christian Lapoussinière, le président du Centre césarien d'études et de recherche, fait partie de ces hommes dont l'action de Césaire marquera à tout jamais l'existence. Il nous a réveillés à la prise de conscience de notre identité, c'est-à-dire de ce que nous avons de plus précieux, de plus succulent. Je veux parler de notre culture, nos traits affectifs distinctifs, notre manière de sentir, de penser, d'agir, de manger, voire même de rire et de pleurer. Césaire, le dramaturge, l'homme politique, l'humaniste, le rebelle, fut avant tout un être d'enracinement. Césaire a bâti d'une certaine manière la Martinique. Il a bâti l'homme martiniquais, rebâti l'homme martiniquais en procédant à ce réveil dont je parlais tout à l'heure et qui constitue le premier héritage, puisque j'ai dit qu'il y en a plusieurs. Le premier thème du livre s'attaque à la naissance et l'évolution de la négritude selon Césaire, Senghor et Damas. J'ai lu et analysé l'ensemble de l'œuvre d'Aimé Césaire et c'est l'œuvre qui va dire ou qui dit précisément quel est l'héritage qu'il nous a légué. Aimé Césaire, œuvre et héritage, paru aux éditions Jean-Michel Place. Il sera bientôt présenté, ce livre, à la mairie de Fort-de-France, mais également au PPM et puis à l'université. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés. L'agglomération de Fort-de-France investie par les forces de l'ordre hier soir. Plusieurs points de contrôle routier installés sur des lieux stratégiques pour lutter contre les trafics d'armes et de stupéfiants. Les établissements de Fort-de-France sont prêts, presque prêts pour la rentrée des classes. Le maire de la ville a commencé sa traditionnelle tournée des chantiers. Le calendrier des travaux devrait être respecté. Notre focus ce soir sur les médecines alternatives. Elles ont le vent en poupe en Martinique. Vous avez pu voir ce reportage. Nous avons rencontré quelques professionnels et adeptes. Et puis nous sommes revenus sur les demi-finales du trophée Yvan Dudbert en football. Hier soir, la Samaritaine et le club franciscain se sont qualifiés pour la finale qui va se jouer vendredi soir. À suivre, Destin d'Outre-mer, Jocelyne Berroir, je suis un monument de la musique française, la météo de Ruth Fortuna, à 20h votre série Hawaii 5.0. Demain, vous retrouverez Alizé Lutran à cette même place. Merci de votre fidélité.